Alors, je vais commencer. Je suis Sophie Jacot, je suis orthophoniste donc à Vauréal. J'interviens un jour par semaine dans une école pour enfants précoces à Vauréal, Talentiel, et je suis également maman de 2 enfants précoces. Donc, je vais vous parler de l'insuffisance de convergence. C'est lié à l'insuffisance de 2 des 12 muscles oculaires. Il y en a 6 par œil. C'est plus fréquent, bien plus fréquent chez les précoces que dans la population générale. Dans la population générale, donc M. Boussan qui faisait des études pensait que ça représentait environ 10 à 20%, alors que chez les précoces, plutôt 80 à 90%. Elle est en général, au départ, elle devait être diagnostiquée par l'ophtalmologiste ou par le médecin, mais c'est de moins en moins fréquent et souvent je les reçois envoyés à la suite d'un test psychométrique, souvent par Mme Bidal ou par d'autres psychologues, ou à la suite d'un bilan orthophonique. Donc en temps normal, lorsque nous fixons, nous posons nos 2 yeux précisément sur l'objet fixé, ceci sans effort. Si la fixation se fait au prix d'un effort, cela va engendrer différents signes fonctionnels. Donc les signes les plus courants, en tout cas les plus courants chez l'adulte, ce sont les céphalées, les douleurs oculaires, les yeux rouges, les yeux qui piquent, la fatigue visuelle qui intervient plutôt à la fatigue, le soir ou au bout d'un moment de fixation. La vision peut aussi être floue ou double. Lorsque la fixation ne se fait pas précisément sur l'objet fixé, on est un petit peu décalé, les deux yeux sont légèrement décalés, on va avoir une vision qui va être d'abord gênante. Si on arrive encore moins bien, ça va être flou et double si les 2 yeux sont vraiment décalés sur l'objet fixé. Il peut aussi y avoir des sensations de vertige, car en forçant, on ne force pas toujours les 2 yeux bien dans l'alignement et ça donne un peu l'impression d'être comme sur un bateau. Tous ces signes, ainsi que les suivants, sont accentués par la fatigue, par le stress, par certains médicaments, par les anesthésies qui vont détendre, mais pas spécifiquement, donc ça va détendre aussi les muscles oculaires, et par certains éclairages comme les néons. Mais le plus souvent, l'enfant précoce, tout enfant, se plaint de rien, car il est né comme ça, il n'a connu que ça. Donc, pour être moins gêné, il va moins fixer et de façon moins efficace, de façon moins durable. Et ceci va entraîner différents troubles. Donc, des troubles du comportement psychomoteur. L'enfant va se cogner, il va chuter, il est maladroit, car la fixation bien précise nous renseigne aussi sur l'évaluation des distances. Il ne va pas aimer colorier ni dessiner, car cela représente un gros effort, un gros coût pour lui. Il n'est pas efficace, donc il va éviter. Il y a aussi des troubles qu'on va appeler du comportement psychique. La concentration et la mémorisation deviennent difficiles, car l'essentiel de sa concentration passe déjà dans la fixation. Il va y avoir donc une lenteur, une réaction d'évitement et de perte de confiance. Donc la plupart des enfants que je reçois sont en grand manque de confiance, car ils font en général énormément d'efforts pour continuer à fixer. Et quand ils font encore plus d'efforts parce que ça devient difficile, à ce moment-là, souvent, on leur dit fais un effort, voyons, concentre-toi. Et à ce moment-là, effectivement, les résultats sont bien moins bons, mais eux, ils ont fait beaucoup plus d'efforts que juste avant. Donc c'est effectivement très décourageant et donc ils évitent, après ils ne font plus. Les enfants vont beaucoup bouger, souvent, pas tous, car ayant du mal à fixer, ils vont beaucoup bouger les yeux, revenir sur le point de fixation régulièrement, mais en partir souvent aussi pour se reposer. Et du coup, ils vont aussi bouger beaucoup le corps. Alors là, après, on va avoir du coup, comme la fixation est difficile, il va y avoir forcément des troubles scolaires. La lecture, souvent ils n'aiment pas lire car c'est un gros effort pour eux. Et la lecture va être donc saccadée, elle va être lente. Il va y avoir des confusions de lettres qui se ressemblent, le M, le N, le B, D, le P, le Q, toutes les lettres qui peuvent se ressembler. Il va y avoir aussi des confusions, des inversions, E, T, T, E, et des redondances. La copie va être lente avec de nombreuses erreurs, car la fixation est inefficace, donc il est difficile de passer d'un plan à un autre et de retrouver où on en est sans rien oublier. L'écriture, elle suit souvent les lignes pendant une ligne ou deux, puis rapidement, ça va monter, descendre, revenir sur la ligne.
Le soin va être difficile, ainsi que souvent l'organisation dans la page. Et le tracé est peu précis, même entre deux points bien distincts. Cette insuffisance de convergence, alors, elle est rééducable, c'est une chance, et elle a 4 objectifs. Il faut déclencher un réflexe de fixation, c'est-à-dire lui réapprendre à pouvoir fixer plus de 2-3 secondes d'affilée. Il faut aussi obtenir de très bonnes poursuites et saccades. Souvent, l'enfant est incapable de suivre avec ses yeux. Il va suivre avec sa tête, parfois avec tout son corps, et si on lui demande de vraiment suivre, il va même parfois tomber de la chaise ou pas loin. Il faut aussi obtenir de très bonnes vergences volontaires, c'est-à-dire une puissance musculaire ainsi qu'une endurance, et retrouver de bonnes stratégies visuelles. Cette rééducation, elle est relativement rapide car les muscles oculaires sont très petits. Les 4 à 5 premières séances sont très difficiles, autant pour l'enfant que pour l'orthoptiste, car pour l'enfant, ça lui demande énormément de concentration, mais il bouge aussi énormément. Alors, il faut arriver à tenir les pieds, les mains en faisant bouger les yeux. C'est très, très difficile. Mais en 12 à 15 séances, on atteint en général de très bonnes performances, souvent même plus rapidement chez les précoces, qui est parfois une rééducation qui est parfois complétée avec une rééducation à lecture rouge-vert, avec des lunettes rouges et vertes qui obligent chaque œil à fixer en même temps, car chaque œil ne voit que la moitié des lettres. Comment aider l'enfant en attendant les effets de cette rééducation ? Donc, éviter l'encombrement visuel, car plus il y a de choses dans une feuille, et moins il va arriver à savoir où il en est et à trier ce qu'il doit vraiment prendre en compte ou pas. Je compare souvent un petit peu ça aux chemises à carreaux. Quand vous voyez des présentateurs à la télé avec des chemises à carreaux, vous ne voyez plus les carreaux, vous voyez que ça bouge et vous ne savez plus ce que c'est. Ça se rapprocherait un petit peu de ça. Éviter les obstacles entre le point de fixation et l'enfant, c'est-à-dire quelquefois la tête du camarade qui va faire un obstacle et qui va encore créer un encombrement visuel. Essayer de segmenter le travail par période de durée limitée pour éviter cette grande fatigue visuelle. En lecture, ce qui peut bien aider, c'est utiliser un cache qui va cacher ce qui est lu pour ne pas entraver l'anticipation. Et puis faire des colonnes lors de la réalisation d'opérations, car plus il y a de lettres qui suivent ou plus il y a de chiffres qui te suivent, et moins pour l'enfant, moins ça va être discernable et facile à analyser. Quelles sont les questions fréquemment posées ? La maturation visuelle est-elle dépendante du besoin de lunettes ? Non, absolument pas, c'est juste un problème musculaire, donc les muscles sont autour de la coque de l'œil, et le besoin de lunettes, c'est la réfraction, c'est l'intérieur de l'œil. En revanche, même si on est envoyé directement chez moi, je demande toujours un contrôle ophtalmologique qui devrait normalement être fait, je le rappelle, à 9 mois, à 3 ans, puis tous les 2 ans. Il y a des troubles visuels qui ne se corrigent qu'avant 6 ans. Donc ce n'est pas tellement connu, mais voilà, je tiens à le rappeler. Les troubles peuvent-ils réapparaître une fois la rééducation terminée ? Malheureusement oui, puisque c'est musculaire. Donc voilà, c'est comme les abdos, comme dit ma voisine. Ça tient d'autant moins bien, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en dis, qu'il y a une 10 autres associés. J'ai l'impression que quand j'abandonne et que ce n'est pas fini, que tu continues, je les revois. Alors que quand tu as fini, je les revois moins. Donc voilà. Après, c'est une fatigabilité musculaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est décompensé par la fatigue, le stress, certains médicaments, et ainsi de suite. Y a-t-il une prédisposition familiale ? Oui, on en voit plusieurs dans une famille, mais ça intervient ou dès la naissance ou à 80 ans, enfin il n'y a pas d'âge. Certains naissent avec, auquel cas ils ne vont pas se plaindre, les enfants ne se plaignent pas puisqu'ils connaissent que ça, mais ça peut se décompenser à tout âge. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre indulgence. Je passe la main. Alors, non, moi, je vais juste rajouter 2 petites choses par rapport à, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. C'est que personnellement, donc Angélique Garnier, orthophoniste,
Au moment des bilans, moi, je vais très vite demander les yeux qui piquent, c'est tout ce qu'elle a décrit, mais les retours à la ligne, les enfants qui sautent des lignes, ça, vous pouvez le voir dans vos classes. Oui, je vais m'avancer. Et puis, c'est vraiment des symptômes, des signes qui indiquent qu'il faut faire un bilan orthoptique. Les fautes de copie aussi énormément entre le plan vertical et le plan horizontal. Non, c'est de l'autre côté. Je voulais aussi... Attends, si tu veux bien... Hop. Dire que chez les EIP, souvent ce sont des enfants qui aiment envisager la lecture avant l'âge habituel et que la maturité de leurs muscles, mais c'est elle qui pourrait le dire un petit peu mieux, hein, que ces enfants qui veulent lire à tout prix tout seuls, oh là, qu'est-ce qu'on a fait, tout prix à tout seul plus jeunes, n'ont pas forcément les muscles oculaires qui vont bien pour gérer la situation. Oui, parce que ça marche, je sais pas, ça marche pas. Si. Oui, parce que la fin de la maturation visuelle, en tout cas pour les muscles et le développement de l'acuité, c'est 6 ans. Donc comme ces enfants vont souvent lire à 4-5 ans, ils vont utiliser leurs muscles un petit peu trop tôt et ça ne va pas se maturer de la façon habituelle. Et donc il arrive des fois que je les vois justement à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des stratégies de lecture avec des muscles qui n'allaient pas bien et ces stratégies finalement ne vont pas être opérantes, ne vont pas être fonctionnelles pour une lecture rapide. Donc... Juste une toute petite seconde. Le bilan orthoptique est remboursé par la Sécurité sociale, les séances de rééducation également. Les parents ont juste à demander une prescription médicale qui est systématiquement donnée, alors encore plus quand il y a un bilan psychométrique à l'appui, par le médecin généraliste. Une séance dure à peu près un quart d'heure. L'enfant va bénéficier d'1 à 2 séances par semaine. En une dizaine, allez maximum une vingtaine de séances, l'enfant peut à nouveau écrire correctement, lire correctement. Donc c'est vraiment une rééducation, parce que ça a été dit, mais un peu rapidement, extrêmement efficace et qui va changer complètement la perception de l'enfant, son mode d'appréhension visuelle du monde de l'écrit, autant dire donc de l'école et de tout ce que lui est proposé à l'école, qui quand même essentiellement sur un mode visuel. Oui, alors 2 petits détails. La prescription, effectivement, est indispensable pour être remboursée, mais elle est souvent très difficile à obtenir. Pour certains parents, c'est un peu le parcours du combattant. L'orthopsie n'est pas très connue. Certains généralistes ne veulent pas la prescrire et même parfois certains ophtalmos disent que ça ne sert à rien et ne veulent pas le prescrire. Donc c'est parfois pas toujours très très simple. Oui, ça dépend lesquels, mais j'en ai encore eu cette semaine. Et effectivement, souvent, l'enfant qui n'aime pas lire se met à aimer lire au bout de quelques séances, ce qui est assez satisfaisant. Alors... donc, orthophoniste, moi je suis là pour vous parler de ces 2 spécificités qui vont être cohabitées pour chez certains enfants. Donc c'est la précocité et les troubles 10, troubles spécifiques. Quelques petits rappels. Les troubles 10 sont des troubles durables. On naît comme ça, on reste comme ça. Verbe naître ou verbe être d'ailleurs. L'orthophonie va être là pour surentraîner et travailler des points particuliers qui vont être déficitaires chez ces enfants-là. Conscience phonologique, enfin vous en connaissez une partie, vous avez l'habitude. C'est un diagnostic par exclusion, donc il faut une intelligence normale. Là, on est dans le cadre d'une intelligence plutôt supérieure, donc ce n'est pas un souci. Et sans trouble physiologique, j'aurais pu rajouter psychologique. Donc, pas de troubles de convergence, pas de troubles ophtalmologiques, pas de troubles ORL. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire vérifier avant. C'est pourquoi, très régulièrement, je demande au téléphone d'aller d'abord faire des bilans orthoptiques avant de les voir moi-même. Bon, dans la population générale, les troubles spécifiques, tous confondus, selon les études, on est entre 5 et 10%. Chez les précoces, alors, j'ai retiré pendant qu'elle discutait mon 30%. Mais néanmoins, l'observation clinique est qu'ils sont quand même plus nombreux à présenter ces troubles spécifiques. Moi, je me dis que ces 2 spécificités se basent sur des structures neuronales qui sont quand même atypiques dans un cas comme dans l'autre, et que le mélange des 2 eh bien, va donner des particularités et en tout cas, peut-être ce plus grand pourcentage.
Peut-être aussi une interrogation sur le fait que ces enfants précoces peuvent se saborder eux-mêmes, comme il l'a parfois été dit dans les interventions précédentes, et parfois peuvent générer des troubles qu'ils pourraient compenser ou qu'ils arriveraient à surmonter seuls. Professeur Habib, qui veut néanmoins nous interpeller sur le fait que ces enfants compensent beaucoup. Alors, parfois, ils compensent tellement bien et ils n'ont pas besoin des services d'une orthophoniste parce que ça va bien se passer pendant longtemps. Mais néanmoins, ils compensent tellement qu'ils peuvent très bien ne pas lire pendant un petit moment et se débrouiller avec les consignes orales des professeurs, les respirations des professeurs en fonction de leurs réponses justes ou fausses. Et du coup, ne pas diagnostiquer des troubles spécifiques ou les diagnostiquer trop tard fait que les bases solides qui doivent être là pour diminuer les coûts cognitifs chez ces troubles spécifiques vont faire que ce sont des sables mouvants et que dès que le niveau va augmenter d'un coup au niveau de CM2, 6e, ou qu'il va y avoir une difficulté psychologique à un moment donné, pouf, ça va s'effondrer. Alors dans ma pratique, ce qui change entre un 10 et un EIP 10, c'est surtout le relationnel. Les sons sont les sons, donc ils ne vont pas changer que pour un enfant EIP ou pour un autre. Les règles de grammaire plus tard ou les choses un peu spécifiques qu'on peut travailler ne vont pas changer. En revanche, le relationnel, c'est énorme. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont une soif de justice. Je suis obligée d'être absolument juste. Il m'arrive parfois d'enchaîner des patients très très turbulents ou des autistes un petit peu compliqués et d'être moi déjà dans un état pas forcément cool quand l'EIP rentre. Si je le sais, je dois lui dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache que si je suis un peu contractée, ça n'est pas de son fait. Rien que ça fait que pouf, ça permet qu'on puisse continuer la prise en charge. Si je ne le dis pas, il va être lui-même crispé, je n'obtiendrai pas grand-chose. Il faut que je sois souple. S'il a envie d'être debout pendant la rééducation plutôt que d'être assis, c'est pas très grave, c'est pas mon objectif premier. Mais par contre, il se laisse vite aller et il faut que je sois très exigeante. Ce sont des enfants très curieux, donc je vais aller loin dans mes explications. Typiquement, je vais très fréquemment expliquer l'étymologie des mots. Par contre, dès le départ, je leur dis c'est dans un temps donné. C'est-à-dire qu'on va loin, mais on se donne 2 minutes ou 3 minutes. Et au-delà de ce temps-là, paf, on y va. Et là, on ne transige plus. Et puis du soutien perpétuel. Ils ont toujours besoin qu'on les rassure et qu'on leur dise oui, mais c'est possible. Je te le dis, c'est possible. J'ai vérifié avant, on a vu ça avant. T'inquiète pas, tu peux y aller. Oui, je crois en toi, je sais que tu vas pouvoir le faire. Je suis là pour t'aider, de toute façon, on n'est que 2, et puis je suis là pour toi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais te laisser chercher. Parce qu'il faut que tu apprennes, 1, à le faire, et 2, à supporter de le faire. J'use et j'abuse des défis pour ces enfants-là. Alors, je vais utiliser tout à fait des exercices traditionnels des orthophonistes, mais par exemple, je vais pouvoir dire, écoute, tu es dans le camp des P, je suis dans le camp des B, on va voir à la fin de l'exercice celui de nous deux qui aura gagné, tu veux prendre lequel? Si je fais ça, il n'y a aucun souci, ils vont se lancer dans l'exercice. Si je le fais d'une manière traditionnelle, ça peut donner de très bons résultats comme de très mauvais, ils ne s'investissent pas beaucoup quand c'est... pas très glamour comme exercice. Et quand j'ai pas d'idée, j'utilise le chronomètre. Parce qu'un défi contre le temps, ils adorent ça. Donc, d'après toi, en combien de temps tu vas pouvoir réaliser cet exercice? Est-ce que plus d'une minute, moins d'une minute? Voilà. Ils adorent déclencher le chronomètre, ça part au poil. J'utilise aussi leur créativité, c'est-à-dire, là, l'exercice, vu comme je l'ai présenté, ça n'a pas donné grand-chose, tu t'y es pas investi. Toi, tu l'aurais présenté comment? Et puis du coup, ça me donne des idées, c'est pas mal. Moi, j'avais envie de vous proposer les exposés. A priori, je maîtrise mieux mon truc que vous, mon PowerPoint. Simplement parce que voilà, je l'ai créé, je l'ai pensé, j'y ai réfléchi. Donc, je pense que leur en faire, c'est fondamental. Maintenant, il y a la réalité de votre profession qui fait que vous n'avez pas le temps.
Et du coup, j'avais envie de vous soumettre cette idée. Dans une école, il y avait sur le temps de cantine un petit, enfin pas spectacle, mais incroyable talent. Les enfants s'inscrivaient, allaient présenter leur talent. Pourquoi pas, après avoir visé l'exposé, histoire d'être sûr qu'ils ne racontent pas de choses erronées, mais pourquoi pas, ne pourraient-ils pas les exposer, eux et d'ailleurs d'autres, sur le temps du repas, à leurs camarades. Pour le coup, au niveau de l'estime de soi, aller présenter les choses ou les faire présenter, enfin, c'est très très intéressant. Alors l'acte d'écrire à proprement parler, il suppose des idées. Ça, ils en ont à foison, les enfants précoces. Par contre, au niveau du coût cognitif, en fait, c'est un coût cognitif supplémentaire. Parce qu'une idée en entraîne 10, 10 en entraîne 10, c'est une pensée exponentielle. On a vu sur les images qui défilaient en tout début de matinée une pensée arborescente. Mais du coup, il va falloir faire un choix. Toutes les idées sont importantes. Si elles sont venues à l'esprit, c'est qu'elles sont importantes pour eux. Donc faire ce choix est un coût cognitif par rapport à des enfants qui ne sont pas précoces. Le stock lexical, en général, ne pose pas trop de soucis. Ils ont beaucoup de vocabulaire. Et puis en plus, ils aiment utiliser le bon vocabulaire dans la bonne situation. Donc là, il n'y a pas de souci. Comme je suis en train de vous parler des enfants précoces qui présentent des troubles spécifiques du langage écrit, forcément, il y a une conscience phonologique qui peut être un petit peu lacunaire, donc un coût cognitif énorme. Comme en tout cas en primaire, les règles de grammaire qui vont être apprises vont l'être avec une dimension pour l'enfant 10 qui met toute son énergie dans la conscience phonologique, donc avec un apprentissage lacunaire des règles que vous leur présentez. Donc forcément, ça va donner un brouillamini à la fin qui va avoir aussi un coût cognitif énorme. Idem pour le stock orthographique. Être centré sur son travail, tout à l'heure a été indiqué l'hyperesthésie des enfants précoces, donc tous ces sens qui sont abreuvés comment dirais-je, d'informations. Et toutes ces informations, comme pour les idées, il va falloir faire le choix de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Et on peut très bien, l'enfant précoce peut très bien être attiré par le chant du oiseau à l'extérieur plutôt que par la consigne qu'on est en train de lui donner. Bien évidemment, c'est plus artistique, créatif et c'est plus sympathique, mais moins efficace. Et donc, il va vouloir faire l'effort d'être concentré, ne serait-ce que parce qu'on lui demande quand même, mais ça va lui demander un coût très très important. Écrire sur les lignes, c'est compliqué, c'est vrai que c'est quelque chose que Sophie disait tout à l'heure. S'ils ont en plus des troubles de convergence, eh bien ça va leur demander un effort particulier pour rester sur cette ligne. Bref, vous voyez bien que pour cette EIP 10, puisque c'est ma partie aujourd'hui, le coût cognitif est absolument énorme. Et donc, en demander autant à ces enfants-là en termes de quantité pour un enfant qui ne présente pas ces spécificités-là, c'est illusoire d'avoir quelque chose un rendu correct. Du coup, travailler sans résultat, c'est déprimant pour tous les 10. Mais alors, chez l'EIP, ça va prendre une dimension un peu dépressive. Et du coup, il va falloir être très très attentif à ça parce que les psychologues qui sont dans la salle savent que quand faire des apprentissages quand on est dans cet état-là, c'est quasi impossible. Alors, pour ma part, pour diminuer ces coûts cognitifs, je préconise des choses que j'utilise évidemment dans ma pratique, mais ce sont des bases solides minimalistes. Et j'insiste sur le minimaliste, mais par contre répété, pas au quotidien, mais quasi. Je donne ce petit exemple des groupements de voyelles. Pour ma part, à mes patients, je leur demande fréquemment de me dire A, O, U, E, I, Y, volontairement avec les mains pour donner cet indice kinesthésique, de rythme aussi, et sans rien expliquer, je n'explique pas plus. Simplement, ça me permet d'avoir des enfants et voire des adolescents qui quand même connaissent leurs voyelles, parce que ce n'est pas toujours le cas, y compris au collège. Et donc, chez les 10, pour régler des règles comme le 1S, 2S, ça reste un peu compliqué, si on ne sait pas ce que sont les voyelles et les consonnes. Et d'autre part, sans même avoir travaillé quoi que ce soit, quand je vais devoir aborder les confusions C, G, ou ne serait-ce que la règle du C avec ses voyelles qui vont changer le son, ou la règle du G, eh bien en fait ça va s'instaurer assez facilement. Donc
finalement, en très peu de temps, ces 6 doigts levés en quelques secondes vont faire le lit des règles que je vais pouvoir aborder plus tard. Et je les demande régulièrement parce que on vous a dit dans les interventions précédentes qu'au niveau mémoire, il y avait comme ça des choses qui pouvaient chuter, qui ne restaient pas stables, et particulièrement chez les 10. De la même manière que je vais, pour ces 10, simplifier à l'extrême une règle. Là, j'ai pris la règle des auxiliaires. Et en particulier, je vais faire quelque chose d'un petit peu, comment dirais-je, je vais tenter de le rendre fun, si on peut le dire comme ça. Et pour cette règle-là, je dis, avec l'auxiliaire être, les accords, il faut les mettre. Avec l'auxiliaire avoir, les accords vont se faire voir. Avec les précoces et avec tout, ça marche impeccable. Le côté cru les amuse un petit peu. Mais je ne vais pas forcément aller plus loin dans la règle, y compris très très tardivement, y compris parfois jusqu'en 4e. Parce que tant que cette base-là n'est pas solide et n'est pas réussie, rajouter le reste de la règle va complètement les noyer. Et chez l'enfant précoce, s'il est noyé, il ne s'y colle même plus du tout. Pour des règles, là, je donnais 2 autres petits exemples. Un S2S, je ne vais viser qu'un seul type, voyelle, S-voyelle, qui va donner uniquement le son Z qu'on va chercher dans les textes. Et c'est là que j'utilise le combien tu vas pouvoir en trouver dans ton texte, combien moi je vais pouvoir en trouver. On fait même on fait des tas de jeux là-dessus. Et pour le C ou pour le G, je ne vise qu'un seul. L'autre, c'est l'autre. Ce sont des enfants qui savent très bien avec quoi ils confondent. Et donc, je stabilise quelque chose pour que l'autre partie, ils la connaissent et ils la déduisent de fait. Donc pour chaque leçon, tout à l'heure on parlait de procédure, c'est effectivement les précoces n'aiment pas s'y coller. Et en même temps, par rapport au cadre dont je parlais tout au début de l'intervention, ils ont besoin de ce cadre. Et puis de leur donner une procédure, ça va leur permettre, d'une part d'être dans le cadre, mais pouvoir de la réutiliser pour pouvoir s'exprimer eux-mêmes quand ils vont vouloir donner leur raisonnement, parce qu'eux n'y arrivent pas tout seuls. Donc, en s'appuyant sur des procédures qu'on leur a données, ils peuvent dire, voilà, moi j'en suis là de cette procédure et le reste, je n'y arrive pas. Et pour ma part, je ne passe pas à l'étape numéro 2 si l'étape numéro 1 n'est pas réussie à 80%. Et parfois, on est surpris, il faut attendre très longtemps, et parfois même le collège, alors qu'on a l'impression que ce sont des choses qui devraient être sues depuis la primaire. Par exemple, pour NASV, mon petit code préféré, qui est ni plus ni moins que non-adjectif, sujet-verbe, c'est quelque chose qu'on travaille seulement au collège, parce qu'avant, on traite tout le côté conscience phono et lecture. En tout cas, tant que la recherche de ces éléments-là n'est pas sûre à 100%, rajouter les accords, les noix et chez le précoce, les déprimes. Voilà d'autres petites astuces, un tableau de la conjugaison minimaliste. Ce qui est récurrent, c'est que le nous et le vous ne posent pas de problème chez les 10. Que le pluriel ENT d'un verbe, c'est le repérage du fait que ce soit pluriel qui leur pose souci, c'est pas forcément le fait de mettre ENT. Par contre, toutes ces lettres pour le je, tu, ils vont les mélanger. C'est une observation clinique. Et du coup, je les tape pour les rythmer en E, ES, SST et AI, ASA. La plupart vont mettre un petit temps à retenir les paroles. Ils me disent je me rappelle du rythme et je ne me rappelle pas de ce qu'il y a dedans. Et quand ils s'en souviennent, ils arrivent à l'intégrer dans leurs écrits. Je m'appuie aussi sur cette main qu'ils promènent en permanence avec eux. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des petites notes, ils ont ça en mémoire kinesthésique. Chaque doigt correspond à une règle de grammaire et c'est sur cette main-là, donc nom adjectif, sujet, verbe, auxiliaire et attrait, avoir, verbe et accent, ER et les homonymes, qui vont me permettre de travailler avec eux la procédure de correction, typiquement pour les aménagements et les tiers-temps au collège, parce que ils bénéficient de tiers-temps, mais parfois ils ne savent pas l'utiliser. Donc, d'avoir comme ça des procédures de « je vais faire ça en premier, je dois faire ça », et ils vont occuper ce tiers-temps à bon escient.
D'autres pistes, par exemple pour l'orthographe d'usage, toujours pareil, quelque chose de très régulier mais de très rapide. Chaque séance, on prend un mot, on le regarde et on va dire... les questions que je vais poser vont être toujours rigoureusement les mêmes et ils le savent. Ce qui fait que, donc première lettre, dernière lettre, nombre de voyelles, nombre de consonnes, nombre de lettres, épellation en vers. Alors l'épellation en droit en général ne pose pas de problème, mais l'épellation en vers permet pour moi de vérifier qu'il y a une image visuelle mentale et qui m'assure a priori que c'est mieux entré en mémoire. Et du coup, au fur et à mesure du temps, même si ça ne me prend pas beaucoup de temps dans ma séance, eh bien, ce sont des enfants qui vont s'habituer à observer le vocabulaire et un mot de cette façon-là, puisqu'ils savent qu'ils vont devoir répondre à ces questions-là et que c'est toujours les mêmes. On le fait sous forme de jeu, hein, enfin, je veux dire avec des dés, avec des choses, mais bon. Les 10 ont en général une difficulté à retenir les tables de multiplication. Et puis alors, les précoces, ils ne voient pas l'intérêt de les apprendre, puisqu'ils arrivent à les retrouver, donc ils ne sont absolument pas performants en termes de rapidité. Alors, ce que je fais en général, c'est je colorie une table de Pythagore, je colorie vite fait la table du 1, la table du 2 qui maîtrisent à fond, la table du 10 aussi. La table du 9, parce qu'avec les doigts, ils arrivent à retrouver, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la technique, mais on abaisse le doigt, enfin voilà, j'en vois qui opinent, donc je ne décris pas, mais du coup, je peux colorier la table du 9. La table du 5, en général, ne leur pose pas de problème. Et bien, du coup, je ne vais m'occuper que de la table du 3 et la table du 4, ou plutôt, je vais demander aux parents de s'en occuper, parce que moi, je ne m'en occupe pas trop en cabinet, mais je vais demander aux parents de s'occuper de la table du 3, de la table du 4, jusqu'en 6e. Et je demande aux parents de ne pas s'occuper de la table du 6 et de la table du 7 et du 8 jusqu'en fin de CM2. Et l'été qui est entre le CM2 et la 6e, comme les tables du 3 et les tables du 4 sont blindées, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus qu'à apprendre 6 x 6, 6 x 7, 6 x 8, 7 x 7, 7 x 8 et 8 x 8. Donc on a 6 trucs à bosser en 2 mois. Normalement, ça passe. J'utilise énormément de couleurs pour leur faire mettre la ponctuation parce que c'est quelque chose qu'ils oublient fréquemment et je leur demande de ne pas respirer quand ils n'en ont pas mis. En général, d'être quelques fois en apnée, ça leur permet d'en ajouter. À mauvais escient d'abord, puis ils arrivent à les mettre. Et puis en termes de, par exemple, de petits défis, par rapport aux pronoms qui posent problème aux 10, je vais leur demander de mettre des petits symboles sous des personnages et puis on va aller chercher où est-ce qu'on doit rajouter les symboles et on fait des groupes. Toi, tu es le petit symbole soleil, moi je suis le petit symbole je sais pas quoi. Et on va voir à la fin du texte lequel de nous deux va apparaître le plus souvent. Les caractéristiques, on vous en a parlé, donc apprendre à en faire avec eux, je trouve ça important. Leur en faire à la maison, ça leur fait développer leur créativité et leurs apprentissages. Et puis les laisser accrocher leur œuvre dans le couloir, l'estime de soi, le gain de temps pour vous me paraît être peut-être une solution envisageable. Donc quelques exemples, mais vous en avez eu, donc je passe rapidement. Mais on peut en faire sur absolument tout, dans toutes les matières. Structurer leur travail, leur donner les mots importants. On disait tout à l'heure qu'ils avaient du mal à les retrouver. Si on leur donne, ça leur réduit le coût cognitif, ça leur permet de s'investir dans sur d'autres domaines. Et puis, ça leur permet aussi d'avoir un exemple de quels sont les points importants. Faire des contrats avec eux, et n'hésitez pas, je reviens sur le terme minimaliste. Un précoce, mais un dyslexique, mais particulièrement un précoce, il va évaluer le contrat que vous lui donnez. S'il pense qu'il n'est pas atteignable, il ne va même pas s'y coller. Alors que si on dit, eh bien écoute, moi ce que j'attends de toi, c'est que dans les 2-3 premières lignes de tes écrits, tu mets tous les S, et puis je te donnerai un point supplémentaire, ça ne va pas changer fondamentalement sa moyenne. Par contre, il se sent entendu, il se sent compris, et puis il va prendre l'habitude cognitive d'aller chercher ces S et de les mettre. Au collège, je vous propose de demander aux enfants 10 de laisser leur brouillon de travail écrit de la maison, parce que nombre de 10, et c'est tellement important pour les précoces, à qui on dit tu n'as pas travaillé parce que la note est catastrophique, et alors qu'ils y ont passé 7 heures dans le week-end, c'est juste infernal, et alors ça a juste comme conséquence qu'après ils ne travaillent pas, parce qu'un précoce va vous dire pourquoi je vais aller bosser alors que j'ai 4, que je travaille ou que je ne travaille pas, et ça s'entend. Donc, de laisser les brouillons permet au moins de visualiser leur écrit. En termes de dictée, de mettre le nombre de fautes, franchement, pour nous, ortho, quand un enfant a 0 mais qu'il a 60 fautes, et quand il a 0 et qu'il a 20 fautes, c'est fondamentalement différent. Et je peux même leur dire, t'as vachement fait de progrès, c'est super, malgré le 0.
Pour les grands du collège, alors je reviendrai tout à l'heure, je vous donnerai l'adresse d'une collègue à vous qui a édité quelque chose dont je vous parlerai tout à l'heure. Et elle préconise par exemple pour les grands de noter le schéma narratif au fur et à mesure des paragraphes qui se défilent pour que l'enfant 10 sache comment l'histoire progresse et ce qu'on attend de lui. Pour ma part, ce que je leur préconise au collège quand ils ont des romans à lire, outre le fait que d'autres peuvent lire avec eux ce roman pour qu'ils puissent l'avoir terminé à temps, qu'ils en lisent une partie, mais qu'on peut leur en lire un peu, c'est qu'ils peuvent utiliser des post-it et mettre un mot-clé par page ou par chapitre, ce qui permet parce qu'ils me disent souvent, je me rappelle plus de ce que j'ai lu au début, enfin c'est pas clair, j'ai oublié. Avec des post-it, il suffit qu'ils rebalayent tous leurs petits post-it, et non seulement ils ont leurs propres mots, mais ils ont aussi un résumé, et peut-être même, avec un peu de chance, les mots importants, ce qui rejoint les idées clés de tout à l'heure. Par rapport aux appréciations, ce sont des enfants, je vous disais, qui ont besoin d'énormément d'encouragement, mais néanmoins, il faut être clair et leur dire ce qui ne va pas. Donc, mettre en avant le fait qu'il y a très certainement eu du travail, ça va quand même les rassurer sur le fait qu'on reconnaisse qu'ils y ont passé du temps. Que la leçon est mal maîtrisée, de toute façon, la note est là pour le dire. Et puis les encourager parce qu'ils ont besoin de ça. Alors, un petit point qui, pour moi, est très important, c'est ce que je vous présente là. 2 titres de livres CD sur la méditation. Alors ça s'adresse à tous mes 10, mais particulièrement aux précoces dyslexiques. Et aux précoces tout court et aux précoces qui vont grandir. Ces précoces qui ont une lucidité sur les conséquences de mauvais résultats scolaires, sur les conséquences dans la société de ratés de parcours scolaires, ils ont besoin de prendre du recul. Et on en a tous besoin, la méditation est quelque chose de très bien pour ça, mais particulièrement ces enfants-là. Et une façon de le faire, c'est d'avoir cette respiration. Quand on leur apprend, quand on leur en parle quand ils sont ados, c'est un peu compliqué, ils n'ont pas tellement envie de s'y coller. Par contre, quand ils sont plus jeunes, c'est tellement plus facile, ils vous suivent. Et sachez que pour ces 2 titres, en termes de temps scolaire, je pense à vous, ce ne sont des plages audio que de 5 à 6 minutes. Les enfants adorent, et les grands aussi, d'ailleurs, je les utilise très souvent pour des adultes. Les voix sont adaptées. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et je pense que ça permet, dans les contrôles, d'enlever le stress. Voici le mail de cette professeure qui a édité le guide de survie du professeur confronté à des élèves 10. C'est en accès gratuit, PDF sur Internet. Elle est demandeuse de vos astuces si vous en avez, et elle les intègre. Enfin voilà, donc je vous le laisse, puisque de toute façon ce sera ma dernière diapo. Et c'est un PDF il y a quand même une 120aine de pages, mais avec un sommaire très très bien fait. On peut aller très vite là où il y a le sujet qui nous intéresse. Et puis j'encourage, alors ça c'est à titre personnel, les partenariats orthophonie et professeurs de français et institut, mais sur des réflexions, des coups de fil, des échanges de mails, parce qu'on n'a pas forcément la réalité les uns des autres du travail qui peut se passer pour vous en classe et pour vous dans nos cabinets. Et pour avoir accueilli dans mon cabinet des professeurs de français qui ont vu ce qu'on pouvait faire avec les dyslexiques, parfois ils se sont dit « Ah, mais ce qu'on leur demande, on est à des années-lumière de ce qu'ils peuvent produire ». Donc voilà, de le savoir ou de le voir, ça peut être intéressant. Merci. Merci.